En novembre 1868, dans le territoire du nord du Montana, la plupart des trappeurs de la frontière s'affairaient à renforcer leurs cabanes en rondins avec un calfeutrage supplémentaire et à ramasser du bois de chauffage pour l'hiver rigoureux qui approchait. Cependant, un vieux chasseur nommé Absalom Winters était engagé dans une activité qui semblait totalement illogique à tous les observateurs. Plutôt que de construire vers le haut, il creusait vers le bas. Ses voisins pensaient qu'il était devenu fou. Il était de notoriété publique que survivre à un hiver du Montana exigeait des murs robustes, une grande cheminée et de vastes quantités de bois de chauffage. Néanmoins, Winters, un homme seul d'une soixantaine d'années, creusait à flanc de colline, tel un animal fouisseur. Il employait des techniques qui semblaient plus adaptées à une cave à légumes qu'à une habitation. Ces sceptiques ignoraient qu'Absalom Winters possédait des connaissances en physique thermique que la majorité des constructeurs de la frontière avaient entièrement négligées. Cette connaissance était si puissante qu'elle lui assurerait un confort, même par des températures suffisamment rigoureuses, pour tuer les animaux de ferme et solidifier le whisky dans son contenant. Avant de vous révéler sa compréhension précise, je vous demande de faire une petite action. Veuillez cliquer immédiatement sur le bouton d'abonnement. Sur cette chaîne, nous redécouvrons des connaissances de survie oubliées qui pourraient réellement vous sauver la vie si l'infrastructure contemporaine venait à s'effondrer. Chaque vidéo présente des stratégies qui se sont avérées efficaces lorsque l'alternative était la mort. En vous abonnant, je vous assure que vous acquérez des techniques inconnues de la plupart des survivalistes et des adeptes de l'autonomie. De plus, veuillez laisser un commentaire indiquant votre lieu de visionnage et votre rencontre hivernale la plus extrême. Explorons maintenant la sagesse oubliée que possédait ce chasseur vétéran. Absalom Winters arriva dans le territoire du Montana en 1876, alors que l'âge d'or du commerce des fourrures touchait à sa fin. Contrairement aux jeunes trappeurs qui construisaient leurs habitations dans des vallées proches de l'eau, Winters choisit une pente exposée au sud, située à 3 miles en amont de Tenderfoot Creek, un endroit connu pour ses vents les plus forts et ses congères les plus profondes. Son entreprise initiale laissa perplexes tous ceux qui en furent témoins. Plutôt que d'abattre des arbres pour une cabane conventionnelle, il commença à creuser directement dans la colline, extrayant environ 480 pieds cubes de terre et d'argile sur une période de 3 semaines. Les trappeurs métis des environs, observant de loin, exprimèrent leur désapprobation. Même les familles pieds noirs, qui troquaient occasionnellement au poste de traite voisin, trouvèrent sa méthode particulière. Malgré leur silence, fin octobre, Winters avait façonné une structure ressemblant à une grotte, avec une barrière frontale partielle. L'édifice s'étendait sur environ 12 pieds de profondeur, 10 pieds de largeur et atteignait une hauteur maximale de 7 pieds. Son mur frontal, la seule section entièrement au-dessus de la surface, ne mesurait que 4 pieds de haut et était construit à partir de pierres de rivière cimentées, avec un mélange d'argile et d'herbes de prairie. Il construit une chambre funéraire, pas une résidence, commenta Dutch Henry, un constructeur expérimenté du Montana à qui l'on attribuait la construction de plus de 40 cabanes dans la région. Dutch était venu début novembre, offrant des conseils que Winters avait poliment ignorés. Cette excavation sera saturée d'air glacial, tout comme un seau se remplit d'eau, il succombera au froid avant Noël. La désapprobation s'intensifia lorsque Winters mit en œuvre son appareil de chauffage plutôt qu'une imposante cheminée en pierre. Au lieu de la grande cheminée que l'on trouvait dans chaque cabane pratique, il construisit un foyer compact, mesurant à peine 18 pouces de largeur. Son emplacement n'était pas central dans la zone mais plutôt décalé vers la gauche, à seulement 14 pouces du mur de terre arrière. Le conduit de fumée, façonné à partir de pierres précisément ajustées, montait le long du mur arrière intérieur avant d'émerger à travers le sol au-dessus. Pure folie, déclara Dutch Henry. Ce petit poêle est incapable de chauffer même un poulailler, et il l'a placé là où toute la chaleur se dissipera simplement dans le sol. Ce type est un idiot. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est qu'Absalom Winters avait acquis sa méthode 3 décennies auparavant, non pas au Montana, mais dans les mines de cuivre de la péninsule supérieure du Michigan. Là, des nouveaux venus finlandais avaient démontré comment leurs ancêtres enduraient des hivers encore plus rigoureux que ceux du Montana, et il avait observé des principes comparables lors d'un hiver difficile passé aux côtés d'une famille Cree en Saskatchewan, où les loges souterraines procuraient de la chaleur aux familles tandis que les maisons hors sol devenaient des dangers mortels. Cependant, Winters s'abstint de débattre, il procéda simplement avec méticulosité, ajustant l'angle de son foyer, choisissant des variétés de pierres particulières pour la rétention thermique, et maintenant une énigmatique assurance que d'autres prenaient pour de la vieillesse. La véritable épreuve était imminente, elle révélerait qui comprenait réellement la chaleur et qui ne faisait que le présumer. La conception complexe de l'habitation de Winters révélait une nature avancée, malgré son apparence rudimentaire.
Chaque décision qu'il prenait allait à l'encontre des connaissances communes de la frontière, mais chacune servait une fonction spécifique liée à la chaleur. La profondeur d'excavation de 12 pieds n'était pas aléatoire, dans l'argile du Montana, à ce niveau. Le sol maintenait constamment une température d'environ 45 à 50 degrés Fahrenheit tout au long de l'année, quelles que soient les conditions extérieures. Bien que cela puisse paraître frais, c'était nettement plus chaud que l'air à moins 30 degrés qui frapperait la région en janvier. Winters avait réussi à envelopper 3 murs de son habitation d'une couche isolante qui restait constamment au-dessus du point de congélation. La hauteur réduite du mur avant remplissait une double fonction. Premièrement, elle diminuait la surface vulnérable aux rafales glaciales. Deuxièmement, en maintenant l'élévation du mur à seulement 4 pieds, et en faisant descendre le toit de 7 pieds à l'arrière pour s'y connecter, Winters a créé un espace confiné pour la chaleur. La capacité interne totale mesurait environ 840 pieds cubes. C'était en contraste avec les 1400 à 1600 pieds cubes trouvés dans une cabane typique de 12 par 14 pieds. Cependant, le composant véritablement ingénieux était son système de stockage de chaleur. Au-delà de ce foyer compact, Winters avait placé plus de 2800 livres de grès méticuleusement choisis. Il évitait le calcaire, sujet aux fractures dues au stress thermique, et les roches de rivière, qui retiennent fréquemment de l'eau pouvant éclater sous l'effet de la chaleur. Le grès, reconnu pour son excellente capacité à retenir la chaleur et à maintenir son intégrité structurelle malgré les fluctuations de température. Ces roches s'étendaient sur 18 pouces dans le mur de terre arrière et dépassaient de 8 pouces dans l'espace de vie. Le foyer lui-même était doublé de briques réfractaires, provenant de 60 000 d'Helena, formant une chambre de combustion capable d'atteindre des températures supérieures à 1000 degrés Fahrenheit. Bien que la surface extérieure de la pierre restât suffisamment froide au toucher, la construction de la cheminée montrait une exactitude comparable. Plutôt qu'un conduit vertical direct, Winters avait conçu un parcours sinueux à travers le matériau de pierre. Il força les gaz chauds à traverser près de 6 pieds, à travers la masse absorbant la chaleur avant leur échappement. Ce processus extrayait environ 73% de la chaleur de la fumée, contrairement aux 20 à 30% récupérés par une cheminée droite conventionnelle. Cet appareil inondera son habitation de fumée, prédit Samuel Grant, un maçon expérimenté dans la construction de cheminées dans 3 régions. Grant inspecta le plan fin novembre et le déclara intrinsèquement défectueux. Le tirage ne fonctionnera jamais correctement avec tant de coudes, il mourra par manque d'air avant de succomber au froid. Ce que Grant n'avait pas compris, c'est que Winters avait méticuleusement calculé la section transversale de sa cheminée à 28 pouces carrés, un peu plus grande que nécessaire pour la capacité du foyer, générant une pression de tirage suffisante pour vaincre facilement la résistance du parcours sinueux tout en optimisant l'échange de chaleur. Le plancher révélait un niveau d'ingéniosité supplémentaire. Winter avait étalé une couche de sable sec de 8 pouces, recouverte de pierres de rivière plates et ajustée. Cela formait une couche retenant la chaleur sous le plancher et empêchait l'humidité de remonter du sol. Le long du bord, il avait creusé une tranchée peu profonde et drainante, qui dirigeait l'eau vers une fosse remplie de roches, contrôlant toute infiltration d'eau souterraine. Même son entrée démontrait une planification méticuleuse, façonnée à partir de 2 couches de bois fendu avec de l'herbe de prairie servant d'isolation entre les deux. Elle était suspendue par des charnières en cuir et scellée hermétiquement contre un cadre en pierre. Dotée d'un joint en argile et en fibre, son épaisseur totale mesurait 4 pouces et demi. Contrairement aux portes en planche de 2 pouces standard trouvées sur les cabanes ordinaires, au 1er décembre, lorsque le froid intense initial enveloppa la région, Absalom Winters avait façonné ce qui semblait être une excavation rudimentaire. En réalité, il avait conçu avec expertise un accumulateur thermique capable de retenir la chaleur pendant de longues durées et de maintenir des températures confortables en utilisant très peu de combustible. Dodge Henry, passant le 3 décembre alors que la température chuta à 8 degrés, observa de la fumée s'échapper de la cheminée à flanc de colline et exprima sa désapprobation. « Ce vieil homme pathétique, je parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines avant que nous ne le découvrions complètement gelé. » L'homme prétendument insensé, dans son refuge, était assis à l'aise en manche de chemise, observant son modeste feu imprégné progressivement des milliers de livres de roches de chaleur destinées à rayonner toute la nuit. Le 18 décembre 1878 commença par un calme inquiétant sur la région du nord du Montana. À l'aube, le thermomètre affichait 14 degrés au-dessus de zéro, pourtant les hommes de la frontière expérimentés identifiaient les indicateurs, une teinte jaunâtre dans le ciel du nord-ouest, un air complètement immobile, et une baisse de pression provoquant le claquement des oreilles et le lancinement des vieilles blessures.
À la mi-journée, la tempête a frappé ce que les pièces noires appelaient une « mort blanche » et ce que les données météorologiques classeraient par la suite comme un événement arctique majeur. Elle a balayé la région avec une puissance féroce. Les rafales dépassaient les 64 km/h, propulsant la neige latéralement et créant un environnement où une personne pouvait périr de froid. Situé entre sa demeure et son entrepôt de bois dans la communauté de la vallée près de Tenderfoot Creek, les foyers se sont rassemblés étroitement autour d'énormes foyers en pierre, ajoutant continuellement du bois à des brasiers ardents. La vaste demeure de Dutch Henry, considérée comme l'une des meilleures de la région, a consommé près d'une demi-corde de bois dès le premier jour. Simplement pour maintenir un confortable 13 degrés Celsius près de la cheminée, les sections éloignées de la demeure, même si elles n'étaient qu'à environ 3,60 m des flammes, étaient tombées à presque 0 degré le 20 décembre. Le mercure avait chuté brusquement à moins 25 degrés Celsius. Les coups de vent ne montraient aucun signe d'apaisement, plusieurs foyers se sont regroupés. Les habitations ont mis leurs ressources en commun, partageant foyers et chaleur pour survivre, car la consommation de bois devenait préoccupante. Dutch Henry estimait qu'il consommait 4 fois sa quantité habituelle. La provision quotidienne, située plus haut sur la pente, discernable seulement comme une légère élévation. Avec une cheminée en pierre émettant de la fumée, le refuge d'Absalom Winter a enduré les mêmes dures circonstances. Samuel Grant, le maçon qui avait prédit l'asphyxie par la fumée, entreprit un périlleux voyage jusqu'à la demeure de Winter. Le 21 décembre, réellement inquiet que le vieil homme ait pu succomber. Se frayant un chemin à travers des congères atteignant ses hanches, Grant a ensuite raconté sa découverte, exprimant un mélange de stupéfaction et d'incrédulité. Avant de poursuivre avec les découvertes de Grant, je vous invite à appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela représente précisément le type d'information de survie essentielle, qui pourrait vous sauver la vie en cas de panne du réseau électrique. Veuillez partager dans les commentaires l'hiver le plus rigoureux que vous ayez jamais connu. Assurons-nous que cette précieuse découverte perdure. Revenant à la pente glacée du Montana, Grant se dirigea vers le refuge. Grant s'attendait à trouver soit une personne décédée, soit un homme brûlant frénétiquement des meubles pour se réchauffer. Cependant, il rencontra Absalom Winters, vêtu simplement en manches de chemise. Winters cuisinait sereinement un repas sur une surface compacte reliée à son foyer, et la température intérieure, comme Grant le nota par la suite dans une correspondance à son frère, atteignait un étonnant 68 degrés Fahrenheit. Dans le foyer, une flamme à peine plus grande qu'un feu de cuisson brûlait, utilisant peut-être un huitième du bois d'un foyer de cabane typique. Pourtant toute la zone dégageait une chaleur agréable. Grant pressa sa main contre la solide structure en pierre derrière le foyer et la retira rapidement, surpris par la chaleur intense. Ayant été chauffées par des jours de combustion efficaces, les pierres émettaient l'énergie thermique accumulée dans toute l'habitation. Plus impressionnant encore, Winters prouva que la température ne diminuait que de 6 degrés, atteignant 62 degrés, sur une période de 6 heures après que le feu ait été entièrement éteint. Telle était la masse thermique significative et l'excellente isolation offerte par la terre environnante, que le refuge fonctionnait comme un énorme accumulateur de chaleur. Combien de combustible avez-vous consommé depuis le début de la tempête ? Demanda Grant, s'efforçant de comprendre le phénomène qui se déroulait devant lui. Winter désigna un tas soigné dans le coin de la pièce. Cette quantité couvre 3 jours, expliqua-t-il, peut-être 4 morceaux de bois par jour pour le chauffage, avec quelques-uns en plus pour préparer les repas. Environ un huitième de ce que Dutch consomme dans son impressionnante demeure, j'estime, remarqua Winters. Grant effectua mentalement les calculs. Avec une température extérieure de 18 degrés sous zéro et un vent continu, Winters réussit à maintenir une différence de température de 70 degrés tout en utilisant environ 12% du combustible nécessaire. Une cabane typique aurait exigé beaucoup plus. Cela semblait incroyable, pourtant il observait directement l'épreuve. Le temps rigoureux persista pendant 8 jours supplémentaires. Cela représentait l'une des périodes de froid intense les plus prolongées jamais enregistrées sur le territoire. À sa conclusion éventuelle le 29 décembre, la communauté effectua une évaluation officieuse. La demeure de Dutch Henry avait utilisé plus de 4 cordes de bois complètes. D'autres foyers indiquèrent une consommation comparable, voire supérieure. Un certain nombre d'entre eux avaient presque épuisé toutes leurs provisions d'hiver en une seule semaine. Absalom Winters avait consommé un total d'environ 60 livres de bois. La saison hivernale de 1878 à 79 se transforma en une investigation thermique prolongée, le refuge d'Absalom Winters servant de référence par rapport aux méthodes de construction typiques de la frontière. Les données résultantes se révélèrent si persuasives qu'elles allaient façonner les techniques de construction dans les régions du Nord pour les 2 décennies suivantes.
Samuel Grant passa du statut de sceptique à celui de spectateur intrigué, commençant l'enregistrement systématique de mesures comparatives avec la précision méticuleuse d'un tailleur de pierre expérimenté. Utilisant un thermomètre à mercure acquis auprès de son frère médecin résidant à Saint-Louis, Grant enregistra méticuleusement les températures dans la demeure de Winters, la résidence de Dutch Henry et deux autres structures typiques en janvier et février 1879. Les découvertes révélèrent des tendances, qui contredisaient toutes les hypothèses précédentes des constructeurs de la frontière concernant l'efficacité thermique. Par temps de froid modéré, spécifiquement entre 0 et 20 degrés Fahrenheit, Winters maintenait constamment des températures internes allant de 65 à 70 degrés, tout en brûlant en moyenne 4,2 livres de pain séché chaque jour. La demeure de Dutch Henry, avec son imposant foyer en pierre et son agencement traditionnel, nécessitait 32 livres de bois comparables pour maintenir des températures entre 58 et 62 degrés. De plus, cette chaleur était confinée uniquement aux environs de la cheminée. Les sections éloignées enregistraient fréquemment des températures dans la fourchette inférieure des 40 degrés. La disparité en efficacité thermique s'avéra étonnante. Winters atteignit un niveau de confort supérieur en utilisant seulement 13% du combustible. Cependant, la divergence la plus frappante devint évidente pendant les périodes de froid intense. Le 27 janvier 1879, le mercure avait chuté à 26 degrés sous zéro, accompagné de vents continus soufflant à 25 miles par heure. Ces conditions étaient suffisamment rudes pour que 3 habitants des régions éloignées succombent aux éléments. De plus, les décès d'animaux dans toute la région dépassèrent les 200 individus. Grant documenta que la résidence de Dutch Henry, même en consommant du bois à un rythme exceptionnellement rapide, était incapable de maintenir une température dépassant 55 degrés à proximité de son foyer. L'espace intérieur considérable de la cabane, associé à ses murs de 6 pieds de haut, posait un problème de chauffage que même d'abondantes quantités de bois ne pouvaient résoudre. L'air chaud s'accumulait inefficacement près du toit, tandis que les températures au niveau du sol chutaient à moins de 40 degrés. Dutch calcula qu'il avait consommé 85 livres de bois ce jour-là dans la demeure de Winter. La température intérieure était restée constante à 66 degrés, avec seulement 6 livres de bois utilisés. L'impact de la masse thermique devint progressivement plus clair à mesure que la saison froide avançait. Grant nota que le réservoir de chaleur en pierre de Winter, après avoir été entièrement chargé début janvier, maintenait ce qu'il appelait une chaleur fondamentale, même sans feu allumé pendant des périodes allant jusqu'à 8 heures. Les pierres retenant la chaleur, après avoir absorbé la chaleur pendant plusieurs jours de feu modeste, la libéraient lentement par rayonnement vers le sol, les murs et le plafond. Leur température se stabilisait constamment entre 45 et 50 degrés, évitant ainsi les problèmes de dissipation de chaleur courant dans les structures construites au-dessus du sol. Les données sur la conservation de la chaleur révélaient un récit tout aussi convaincant. Dans une cabane typique, une fois le feu éteint, les températures intérieures diminuaient d'environ 12 à 15 degrés par heure, égalant la température ambiante extérieure en 4 à 6 heures. Dans l'abri de Winter, la diminution de température était en moyenne de 2 degrés par heure, se stabilisant finalement à environ 52 degrés, ne descendant jamais en dessous de la température constante de la Terre. Par conséquent, Winters pouvait allumer un seul feu le soir, le laisser se réduire en braise pendant la nuit, et se réveiller dans une habitation dépassant encore confortablement les 60 degrés. Dutch Henry était contraint de se lever 2 fois chaque nuit pour réalimenter sa cheminée, sous peine d'endurer des matins glaciales. La quantité de bois consommée tout au long de l'hiver offrait le contraste le plus frappant. Entre novembre 1868 et mars 1869, Grant calcula que Dutch Henry avait utilisé environ 12 cordes de bois, ce qui équivaut à environ 960 pieds cubes de bois séché. D'autres cabanes standards documentaient une utilisation comparable ou supérieure. Absalom Winters utilisa une corde plus 40 pieds cubes supplémentaires, soit environ 168 pieds cubes au total, ce qui représente 17% de ce qui était généralement nécessaire. De plus, la distribution de chaleur radiante démontrait une supériorité par rapport aux cabanes conventionnelles. La chaleur s'accumulait intensément près du foyer, créant des zones inconfortables de chaleur excessive et des coins froids. La masse thermique de Winter, cependant, émettait de la chaleur uniformément depuis tout le mur arrière, établissant une chaleur constante dans tout l'espace confiné. Grant observa qu'une personne pouvait s'asseoir n'importe où dans l'abri et ressentir un confort constant, contrairement à sa résidence personnelle où il devait choisir entre être surchauffé par le feu ou avoir froid dans un coin. Fin février, alors que la nouvelle se répandait dans la région, des mesures supplémentaires commencèrent à arriver. Jonas Webb, un trappeur qui avait construit un abri de terre analogue suivant les concepts de Winter près de la rivière Judith, documenta des résultats similaires.
Les températures intérieures sont restées autour de 65 degrés lors d'une vague de froid soudaine qui s'est avérée fatale au cheval de son voisin. En utilisant ce qu'il estimait être moins de bois que ce qu'il avait auparavant consommé uniquement à des fins culinaires, les données d'observation étaient indéniables. La demeure de Winter, construite selon des techniques considérées comme rudimentaires et imprudentes, surpassait les constructions frontalières standards de 6 à 8 fois en termes d'économie de carburant, tout en offrant un confort amélioré. Les principes scientifiques étaient incontestables: la masse thermique, l'isolation par la Terre, un volume plus petit et une rétention délibérée de la chaleur avaient établi un système qui fonctionnait en harmonie avec les lois naturelles, au lieu de s'y opposer. La question qui laissait perplexe Samuel Grant et d'autres ayant observé l'efficacité de l'abri de Winter était simple: de qui ce chasseur vétéran avait-il acquis une connaissance aussi avancée en matière de conception thermique? La solution devint lentement apparente, lors des discussions tenues autour du foyer compact de Winter, pendant les longues soirées de la fin de l'hiver. Le chasseur expérimenté révéla qu'il ne s'agissait pas d'une origine unique, mais plutôt d'une fusion de divers cadres de connaissances traditionnelles, que la société frontalière industrielle avait soit ignoré, soit oublié. Absalom Winters était né en 1814 dans la partie nord de l'État de New York. Il était le fils d'un agriculteur pratiquant l'agriculture de subsistance. À 19 ans, il se rendit dans la péninsule supérieure du Michigan au milieu de l'essor de l'extraction du cuivre. Il travailla sous terre, rencontrant des migrants finlandais qui avaient importé leur expertise en construction de Scandinavie. Ces travailleurs souterrains racontaient des histoires d'habitations en terre que leurs ancêtres avaient construites dans les rudes territoires du Nord. Ces constructions exigeaient très peu de combustible, même pendant des périodes d'obscurité prolongée et de froid intense. Le concept fondamental était simple: construire vers le bas, pas vers le haut, et utiliser le sol pour l'isolation. Ils construisaient de petites structures en pierre retenant la chaleur, et non des structures remplies d'air. Ils se moquaient des mineurs américains. Les hivers étaient glaciaux, pourtant les Américains construisaient de grandes maisons en bois au-dessus du sol, consommant des forêts entières pour se maintenir au chaud. Les Finlandais construisaient des habitations basses, souvent creusées à flanc de collines lorsque c'était possible, et restaient au chaud en utilisant ce que les Américains considéreraient comme des ressources minimales. Au cours du rude hiver de 1843, lorsqu'un manque de combustible entraîna des décès dans les colonies minières, Winters trouva refuge auprès d'une famille finlandaise dans leur résidence partiellement souterraine. Winters observa personnellement comment une habitation, dont les 2/3 de la structure étaient sous terre, maintenait des températures confortables pendant une période de 3 semaines de froid intense qui paralysa la région. Néanmoins, l'expertise des Finlandais ne représentait qu'une partie de la solution globale. En 1852, Winters avait voyagé vers le nord, dans le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Saskatchewan, s'adonnant au piégeage et au commerce avec diverses communautés Cris. Pendant son séjour, il observa des loges d'hiver qui intégraient des monticules de terre et des méthodes avancées de régulation thermique. Au fil d'innombrables générations, le peuple Cris avait perfectionné des méthodes pour construire des habitations chaudes dans l'un des environnements les plus rigoureux d'Amérique du Nord. Utilisant très peu de combustible et de ressources, ils construisaient un petit foyer, chauffaient des pierres toute la journée, puis couvraient les braises, permettant aux pierres chauffées d'émettre de la chaleur toute la nuit. Winters expliqua que la construction de la loge retenait la chaleur au niveau du sol, là où les habitants résidaient, empêchant son ascension inutile. Ils avaient compris le principe de chauffer une masse thermique plutôt que de simplement chauffer l'air. De plus, ces communautés l'avaient instruit sur le choix des matériaux, identifier les pierres qui retenaient le mieux la chaleur, celles sujettes à la fissuration, et comment obtenir un tirage de cheminée sans nécessiter d'énormes constructions. L'emplacement optimal d'un feu pour une efficacité maximale était un savoir affiné sur des centaines de générations, né de l'impératif de survie. Winters passa cet hiver à vivre intimement avec des familles qui parvenaient à maintenir des conditions intérieures agréables, même lorsque les températures extérieures chutaient régulièrement en dessous de -40 degrés. En utilisant des feux qu'un colon européen typique jugerait insuffisants même pour des usages culinaires, l'enseignement tiré fut significatif. L'ampleur d'un feu ou la quantité de matériaux consommés n'équivalait pas à la chaleur, c'était plutôt une compréhension de la dynamique thermique qui la procurait. À son arrivée au Montana, Winters identifia les mêmes habitudes de construction gaspilleuses qu'il avait précédemment observées au Michigan: de vastes bâtiments hors sol, d'énormes foyers, une utilisation prodigieuse de bois d'œuvre, et des foyers qui luttaient pour rester au chaud malgré leurs efforts. Cette approche était fondée sur la force brute, non sur une compréhension éclairée. J'ai observé Dutch Henry construire sa cabane, raconta Winters à Grant, reconnaissant son art supérieur. Bien qu'elle présentât des rondins robustes et une maçonnerie exquise sur la cheminée, il l'a construite comme pour une résidence de l'Ohio, pas un refuge du Montana.
La chaleur de l'hiver montait et s'échappait, les murs étaient minces contre le vent, et un vaste volume intérieur froid nécessitait d'être chauffé. Il luttait contre les éléments hivernaux plutôt que de collaborer avec l'environnement naturel. Cette perspicacité inquiéta Grant. Grant lui-même avait érigé de nombreux bâtiments en utilisant des techniques de construction standards, sans jamais se demander si des méthodes supérieures existaient. L'idée que la sagesse des immigrants et les pratiques des peuples autochtones puissent surpasser les approches de construction de la frontière américaine remettait en question chaque principe que son éducation lui avait inculqué. Suggérez-vous, demanda Grant avec prudence, que les peuples autochtones et ceux d'autres terres possédaient une meilleure compréhension de la construction que nous? Winters attisa un modeste feu, y plaçant un seul morceau de bois. Mon propos était que les individus qui ont enduré des environnements rigoureux pendant de nombreuses générations découvrent généralement des solutions efficaces, tandis que ceux qui arrivent avec des idées préconçues de régions moins extrêmes connaissent souvent des difficultés excessives. En mars 1869, alors que l'emprise de l'hiver se relâchait enfin sur le territoire du Montana, un contingent modeste mais croissant de constructeurs et de trappeurs fut confronté à une vérité troublante. Des méthodes qu'ils avaient auparavant méprisées comme rudimentaires, archaïques ou incivilisées se révélaient sans équivoque supérieures à leurs pratiques établies. L'évolution de la construction à la frontière américaine s'était, d'une certaine manière, éloignée de l'efficacité énergétique pour se tourner vers l'innovation décorative et le sentiment nationaliste. La stratégie de l'habitat semi-enterré, les concepts de masse thermique et la conception pour une conservation compacte de la chaleur étaient loin d'être nouveaux. Ces principes avaient été validés à travers diverses cultures et pendant de nombreux siècles. Ils avaient simplement été oubliés, ou plus précisément, délibérément ignorés par une société qui n'associait le progrès qu'aux techniques européennes et américaines. Absalom Winters n'avait pas conçu de nouvelles inventions, il avait simplement retrouvé des connaissances que d'autres avaient choisi d'abandonner, et ce souvenir avait assuré sa survie et son confort. Alors que les pratiques établies menaient à des conditions de gel et à une déforestation extensive, le printemps de 1879 apporta plus qu'une simple fonte des terres. Il inaugura une transformation subtile mais profonde des méthodes de construction frontalières à travers le territoire du Montana. Ce changement se répandit au sein de la communauté interconnectée de trappeurs, de mineurs et de colons qui avaient enduré l'un des hivers les plus rigoureux jamais documentés. Samuel Grant apparut comme le premier promoteur en avril. Une fois que le sol fut suffisamment malléable pour être creusé, il commença à construire une nouvelle habitation située à 3 milles à l'ouest de sa cabane traditionnelle. Cette conception s'inspirait largement des concepts de Winter, un site sur une pente exposée au sud, une excavation atteignant 11 pieds de profondeur, un espace intérieur d'environ 780 pieds cubes, et un système de chauffage basé sur la masse thermique, utilisant 2400 livres de grès sélectionnés. Grant a méticuleusement consigné sa méthode de construction, produisant potentiellement le premier guide technique pour les maisons troglodytes de la frontière. Ces notes détaillées, conservées dans les archives de la Montana Historical Society, contiennent des dimensions exactes. Les spécifications des matériaux et les prévisions d'efficacité thermique étaient dérivées des résultats avérés de Winter. L'habitation de Grant fut achevée en octobre 1879. L'hiver suivant apporta une confirmation immédiate. Fin décembre, au milieu d'une vague de froid rigoureuse où les températures extérieures chutaient à 22 degrés en dessous de zéro, Grant a relevé des températures intérieures de 67 degrés. Environ 5 livres de bois étaient utilisés par jour. Sa cabane précédente, conservée à des fins de comparaison, aurait exigé 40 à 50 livres pour un chauffage moins efficace. L'information se répandit par les canaux officieux reliant les colonies frontalières. Olaf Bergström, un trappeur norvégien opérant dans les cours d'eau au nord de Fort Benton, apprit l'existence du design de Winter auprès d'un marchand de Midas en février 1880. Avant l'arrivée de l'été, Bergström avait construit un campement d'hiver semi-enterré, intégrant à la fois les concepts de Winter et des caractéristiques de l'architecture des maisons en tourbe norvégiennes dont il se souvenait de sa jeunesse. La contribution novatrice de Bergström consistait à étendre l'idée de masse thermique en installant une zone de couchage surélevée directement au-dessus d'un réservoir de chaleur en pierre. Cette plateforme, située à 4 pieds au-dessus du sol et construite en bois fendu, lui permettait de se reposer dans la zone la plus chaude, la masse de pierre sous-jacente émettant de la chaleur vers le haut toute la nuit. Il a déclaré qu'il dormait profondément sans couverture, même lorsque les températures extérieures tombaient en dessous de zéro. Sa diffusion s'intensifia durant l'hiver 1880-81. Dutch Henry, qui avait initialement considéré Winters comme insensé, commença discrètement à construire ce qu'il appelait un abri d'hiver à l'automne 1880. Bien qu'il n'ait jamais ouvertement reconnu son inspiration, la conception de la structure découlait clairement des idées fondamentales de Winter.
Excavation dans une colline, un petit espace intérieur, un système de chauffage utilisant la masse thermique et une isolation fournie par la terre sur 3 côtés. La version de Henry intégrait plusieurs améliorations. Il a conçu une antichambre compacte qui fonctionnait comme une barrière contre l'air froid, empêchant l'échappement de l'air chauffé à l'entrée ou à la sortie. De plus, il a expérimenté une configuration de foyer en 2 parties, l'une dédiée à la chaleur et l'autre uniquement à des fins culinaires. Cependant, il a finalement abandonné la seconde, la jugeant superflue en raison de l'efficacité du système principal. En 1882, le département des arpenteurs territoriaux d'Helena commença à documenter les abris de terre ou les abris souterrains dans leurs archives avec une régularité croissante. Une étude réalisée cette année-là a localisé un minimum de 23 constructions de ce type dans un rayon de 100 miles de l'habitation hivernale initiale, avec probablement beaucoup plus dans des régions moins accessibles. Ceux-ci restaient non documentés, le design commença à évoluer à mesure que divers constructeurs introduisaient des nouveautés. Friedrich Kohler, un immigrant allemand, intégra un système de ventilation avancé employant un petit conduit secondaire pour générer un léger mouvement d'air sans perte de chaleur substantielle. Thomas Webb, ancien charpentier de marine, intégra des supports de toit incurvés qui répartissaient plus efficacement le poids de la terre tout en favorisant une atmosphère intérieure plus spacieuse. Potentiellement le plus important, les populations autochtones, qui avaient historiquement appliqué des concepts comparables pour leurs habitations d'hiver, commencèrent à transmettre des améliorations aux colons qui étaient enfin réceptifs à l'apprentissage. Manny Horses, un ancien de la tribu des Pieds Noirs, a instruit plusieurs trappeurs sur le meilleur emplacement des foyers en fonction des diverses compositions du sol, et sur la manière de construire des joints d'étanchéité efficaces à l'aide de graisse animale fondue et de composés argileux. Le bénéfice financier était considérable. Les ménages qui utilisaient auparavant 4 à 6 cordes de bois chaque hiver, ce qui équivalait à des semaines de travail ou à une dépense monétaire notable, ont vu leur consommation diminuer à une corde ou moins. Les heures économisées en collecte de bois de chauffage pouvaient alors être allouées à d'autres tâches essentielles de survie. Un entretien moins fréquent du feu entraînait un meilleur repos et une diminution du risque que les feux s'éteignent pendant les soirées rigoureuses. Tous les individus n'ont pas adopté cette méthode. Une opposition culturelle significative persistait parmi de nombreux colons, qui considéraient les abris de terre comme indignes de la vie de pionniers américains, les percevant comme trop similaires aux habitations autochtones rudimentaires ou aux maisons en tourbe des pionniers. Certains constructeurs ont tenté des conceptions de constructions enterrées, mais ont échoué en raison d'une construction défectueuse, d'un drainage de l'eau insuffisant, de variétés de roches inadaptées à la rétention de chaleur, de calculs de tirage de cheminée incorrects, et ont ensuite attribué l'échec à l'idée elle-même plutôt qu'à leur propre exécution. Cependant, parmi les individus qui privilégiaient la survie à l'esthétique, et qui estimaient l'utilité plus que les normes sociétales, ces concepts ont progressivement gagné du terrain. En 1845, environ 60 à 70 résidences hivernales enterrées étaient présentes uniquement dans le nord du Montana, avec des chiffres comparables apparaissant dans certaines parties du Wyoming, de l'Idaho et des territoires du Dakota, des régions caractérisées par des hivers rigoureux et des réserves de bois d'œuvre en diminution. Absalom Winters, alors septuagénaire, accueillait parfois des invités cherchant des conseils. Il partageait son expertise sans réserve, demandant seulement que les individus considèrent les ressources de la terre avant de s'y opposer. Bien qu'il construisait une modeste cabane conventionnelle pour l'occupation estivale, il retournait systématiquement à son habitation souterraine à flanc de colline chaque octobre, où il passait les hivers dans un degré de confort que de nombreuses résidences standards n'atteignaient jamais. Cet héritage dépassait les simples aspects techniques, il signifiait une transformation plus large dans la manière dont certains habitants de la frontière concevaient la construction et l'endurance. Plutôt que d'importer des méthodes de climat moins extrêmes et de les faire fonctionner par une utilisation excessive de matériaux, ils commencèrent à s'adapter aux circonstances indigènes, employant des principes validés sur de nombreuses générations par des individus qui avaient véritablement maîtrisé ces environnements. L'habitation souterraine rudimentaire du chasseur vétéran avait allumé un changement subtil mais profond dans la gestion de la chaleur à la frontière, un développement qui conservait d'innombrables quantités de bois de chauffage et évitait d'immenses difficultés tout au long des hivers rigoureux. Elle a également potentiellement sauvé des vies lors des phénomènes météorologiques les plus extrêmes. Cela s'est produit simplement parce qu'un seul individu était prêt à se souvenir de connaissances que d'autres avaient été trop arrogants pour acquérir. L'hiver de 1886 apporta des températures si extrêmes qu'il fut ensuite connu sous le nom de hiver de la mort, dans toutes les plaines du Nord. Le bétail périt par centaines de milliers, mettant ainsi fin à la période de l'élevage bovin en plein air. Les fermes standards épuisèrent rapidement leurs provisions, que de nombreux résidents trouvèrent impossible de réapprovisionner.
Certaines familles abandonnèrent complètement leurs concessions, incapables de supporter le froid implacable dans leurs résidences enterrées. Dispersées sur tout le territoire, les familles naviguèrent la crise avec difficulté, mais elles survécurent grâce aux principes thermiques qu'Absalom Winters avait démontrés. La combinaison de la masse thermique, de l'isolation par la terre et des espaces compacts chauffés efficacement démontra une fois de plus son efficacité au milieu des circonstances les plus graves imaginables. Samuel Grant consigna les événements de l'hiver dans ses journaux intimes détaillés. Il estima que son habitation souterraine consommait moins de bois que sa cabane précédente n'aurait nécessité, tout en maintenant un niveau de confort supérieur. Surtout, lorsque de graves blizzards de fin d'hiver rendirent la recherche de nourriture impossible pendant de longues périodes, son système de rétention de chaleur lui permit de prolonger ses réserves de combustible d'une manière que les maisons traditionnelles ne pouvaient pas reproduire. La distinction, écrivit Grant, ne concernait pas simplement la facilité ou les économies financières, mais potentiellement l'existence elle-même. Si j'étais resté dans mon ancienne cabane pendant la tempête de 3 jours en février, réfléchit-il, j'aurais été confronté à un dilemme, risquer une exposition périlleuse pour trouver du bois de chauffage, ou observer ma famille succomber progressivement au froid. Dans l'habitation enterrée, notre chaleur emmagasinée nous a soutenus, nous laissant avec un surplus de combustible. La justification était absolue, bien qu'elle fût accompagnée d'une compréhension brutale. Les concepts fondamentaux qui avaient préservé des vies en 1886 n'étaient pas des découvertes récentes, ils constituaient plutôt un savoir ancestral que les colons européens avaient soit ignoré, soit oublié. Au lieu de cela, ils optèrent pour dupliquer des techniques de construction provenant d'environnements qui partageaient un peu de similitude avec les hivers continentaux rigoureux qu'ils rencontraient désormais. Les populations autochtones des territoires du Nord, englobant des groupes tels que les Cris, les Pieds Noirs et les Inuits, avaient, sur d'innombrables générations, élaboré des méthodes avancées de gestion thermique. Les immigrants finlandais, norvégiens et autres scandinaves apportèrent avec eux une expertise en construction enterrée, héritée d'ancêtres qui avaient enduré des environnements arctiques. Néanmoins, la société frontalière américaine avait largement ignoré ces deux origines, choisissant plutôt de se débattre avec des stratégies importées inefficaces plutôt que de reconnaître la supériorité potentielle des méthodes rudimentaires ou non autochtones. Absalom Winters décéda au printemps 1889, à l'âge de 75 ans, dans une habitation à flanc de colline qu'il avait construite 11 ans auparavant. Il avait confortablement enduré chaque hiver, utilisant seulement une petite partie des provisions que ses voisins dépensaient. Cela servit de preuve tangible que la compréhension de la physique fondamentale avait une plus grande signification que les préconceptions sociétales ou les coutumes standards. Son habitation continua d'être opérationnelle pendant 20 années supplémentaires, utilisée par des trappeurs et des mineurs successifs. Son abandon éventuel vers 1910 n'était pas attribuable à un défaut structurel, mais uniquement au déclin du commerce des fourrures et à la dépopulation subséquente de la région. Les pierres retenant la chaleur, les murs de terre et le plan architectural de base maintinrent toute leur intégrité après 3 décennies. Actuellement, plus de 100 ans plus tard, les partisans de la vie hors réseau et les spécialistes de la survie déterrent les principes identiques que Winters a mis en évidence. Les résidences, semi-enterrées contemporaines, les maisons adossées à la terre et les habitations souterraines emploient la même physique thermique, masse absorbant la chaleur pour la rétention de la chaleur, isolation du sol pour des températures constantes, espace condensé pour des performances optimales et positionnement solaire passif délibéré. Les constructeurs modernes, employant des matériaux sophistiqués et une ingénierie méticuleuse, atteignent régulièrement des résultats qui égalent la performance de Winters du XIXe siècle. Les dépenses de chauffage sont réduites de 70 à 90% par rapport aux bâtiments hors sol typiques. De plus, ils offrent des climats intérieurs constants en utilisant très peu d'énergie, assurant le confort sans dépendre d'un épuisement intensif des ressources. Le paradoxe est frappant. Malgré notre ère de connaissances, de pointe en construction et de systèmes complexes de contrôle climatique, nous affirmons maintenant des méthodes que les premiers pionniers ont ignorées comme peu sophistiquées, et que les populations autochtones avaient raffinées plusieurs siècles auparavant. Nous acquérons, lentement et à grands frais, des connaissances qui étaient facilement accessibles à quiconque était assez modeste pour prêter attention et s'informer. Le principal enseignement ne concerne pas les méthodes de construction, il s'agit plutôt des répercussions de l'orgueil culturel et de l'importance de la sagesse ancestrale. Qualifier certaines pratiques de rudimentaires simplement parce qu'elles proviennent de groupes que nous percevons comme moins développés, expose fréquemment notre propre manque de compréhension, plutôt que le leur. Winters a compris une vérité que la majorité de ses contemporains n'ont pas su percevoir. Les remèdes véritablement efficaces découlent de la compréhension des principes fondamentaux, plutôt que de la simple adhésion aux normes établies.
Le sol lui-même offre une température stable et une immense capacité de rétention thermique. Ce sont des faits physiques tangibles, non des points de vue subjectifs ou des inclinations culturelles. Collaborer avec ces réalités favorise l'efficacité, s'y opposer génère l'inefficacité. Chaque hiver, tandis que les résidences contemporaines dépensent de vastes quantités d'énergie pour maintenir la chaleur, nous redécouvrons les connaissances que Winters possédait en 1878, les solutions de logement les plus durables, efficaces et robustes. Fréquemment, ce ne sont pas les conceptions les plus récentes ou les plus complexes, technologiquement. Ce sont les systèmes qui s'alignent sur les lois naturelles inhérentes qui ont toujours existé, attendant notre reconnaissance. Avant votre départ, je vous demande de compléter 3 actions. Premièrement, veuillez appuyer sur le bouton. J'aime si vous avez apprécié les enseignements de cette connaissance négligée. Deuxièmement, envisagez de vous abonner à cette chaîne, car notre mission est de révéler une expertise pratique en matière de survie qui s'est avérée efficace à une époque où l'échec était fatal, n'offrant aucune trivialité contemporaine, seulement des méthodes vérifiées par des individus qui n'avaient aucune option de repli. Troisièmement, laissez un commentaire indiquant votre lieu de visionnage et si vous envisageriez de construire une habitation semi-enterrée compte tenu des informations présentées aujourd'hui. Les informations partagées dans cette vidéo ne sont pas purement conceptuelles, elles ont été confirmées par la survie réelle, démontrées dans des circonstances difficiles et affirmées par des principes scientifiques. À une époque où les systèmes fondamentaux deviennent progressivement vulnérables et où les dépenses énergétiques ne cessent de grimper, la sagesse ancestrale du chasseur pourrait revêtir une plus grande importance aujourd'hui qu'à tout autre moment. Une remarque conclusive, ce matériel a un but éducatif et historique. Chaque projet de construction nécessite une ingénierie appropriée, le respect des réglementations locales et des conseils d'experts. Les méthodologies décrites ici sont proposées à des fins d'information et de motivation, plutôt que comme des instructions de construction pratique. Absalom Winters est décédé il y a plus de 100 ans, pourtant les concepts fondamentaux qu'il a illustrés, tels que la masse thermique, l'isolation souterraine et la collaboration avec les systèmes naturels au lieu de s'y opposer, conservent toute leur applicabilité aujourd'hui, tout comme ils l'ont fait sur cette pente glaciale du Montana en 1878. Parfois, la manière la plus efficace d'avancer implique de réfléchir au passé. Aux connaissances que nous étions trop arrogants pour saisir initialement.